Au basket, la zone est la surface du terrain située juste sous le panier. C'est dans cette zone que les mouvements sont le plus restreints, que les contacts sont le plus fréquents. Or, ce qui est intéressant, c'est que pour marquer les fameux paniers à 3 points et justement avoir une meilleure vision du jeu, il faut sortir de cette zone. Bonjour à tous, je suis Jules Gustave et je vous souhaite la bienvenue sur le nouvel épisode du podcast Hors Zone. Alors, Hors Zone, c'est quoi ? Ce sont des interviews sans filtre d'entrepreneurs, d'artistes, de sportifs et plus généralement de personnes qui ont entrepris ou sont sortis de leur zone de confort. Grâce à ces conversations, je vous propose de décortiquer leur cheminement de pensée, ce qui fait leur motivation et leur réussite au quotidien. L'objectif, en fait, c'est de comprendre comment ils font pour ensuite éventuellement appliquer ces méthodes à nos propres projets. Hop, c'est parti. Salut Jean-Luc. Salut. Comment vas-tu ? Écoute, pas mal. Je suis assis en face de toi avec, il faut quand même que les auditeurs le sachent, j'ai un verre d'eau. Et un verre de une citronnade. T'appelles ça comme ça, toi? Une citronnade. Mais c'est quand il y a ça en citronnade. Non, c'est un gros verre de rhum. Un truc, je sais même pas dans quel état je vais être quand je l'aurai fini, si je le finis. Sachant qu'il est quelle heure ? Il est 13h40 et c'est notre deuxième. Et c'est notre deuxième. La vie est dure, la vie est dure. La vie Bon, est sinon très ça va dure. bien, ça va bien. Merci de me recevoir. Écoute, merci beaucoup à toi. Bon, on va pas le cacher, hein, Jean-Luc Gustave, donc on est frères, hein, toi et moi. Donc on est frères, frères, voilà. C'est Et ça qu'on dit, hein. on a quelques années d'écart. Yes. Et nous vivons sur 2 continents différents. Yes. Et nous sommes actuellement à Setúbal. Donc à Setúbal. Setúbal. Une Parc petite national, ville, parc naturel de Arabida au Portugal. Voilà, pas loin de Lisbonne. Yep, Petite réunion familiale, Yep. août 2022, tout va bien. c'est cool. Et Ah bah il y a pire, hein. On est quand même sur un domaine d'un hectare avec une maison magnifique. en famille, Les femmes, les enfants. Écoute, la vie pourrait être pire, hein. la vie pourrait être pire, c'est vrai. Et en plus de ça, c'est l'occasion pour moi de relancer Hors Zone, puisque ça fait déjà un petit moment que je n'ai pas fait de nouvel épisode. Le dernier remonte au mois de novembre 2021, où j'avais le plaisir d'interviewer Johan Julien sur le thème de l'ESS. Et du coup, bah ouais, c'est cool. Merci à toi parce que tu participes du coup à la continuité. Et j'espère que l'espèce de nouvelle saison de Hors Zone qui va arriver va être prolifique et nous apporter plein de bonnes choses. Prochainement sur vos écrans. Sur vos ondes. Sur vos ondes, pardon. Voilà. Alors, on peut être éventuellement interrompu par les enfants, mais c'est pas grave, c'est cool. Ils sont là, donc c'est cool. Bon, c'est la famille. Exactement. Bien, alors Jean-Luc, écoute, on va commencer tout simplement. Moi, la première question que je pose aux invités, c'est pas très original, mais tout simplement, l'expression zone de confort, ça t'évoque quoi ? L'expression zone de confort, ça m'évoque dans confort. Je sais bien qu'il n'y a pas de rapport étymologique, hein, mais dans confort, j'entends conformisme. Ouais. C'est-à-dire que c'est la zone où on est bien de par son éducation qu'on a reçue de ses parents. On a tout bien fait, on a fait des études comme il fallait, on travaille comme il faut. Bref, on est dans un espace qui est un espace qui a été défini pour vous par vos parents, votre culture, votre éducation. On est bien là. Et puis, si on y prend garde, on y est pour le restant de ses jours, quoi. Donc en gros, on vit une vie qui n'est pas nécessairement celle qu'on a voulu, mais une vie qui est confortable et qui peut vous emmener tranquillement, qui peut vous porter tranquillement sur les 50 prochaines années, jusqu'à ce que vous vous réveillez un jour en vous disant tiens, j'aurais bien voulu avoir fait ci, avoir fait ça, et puis je l'ai pas fait parce que j'ai jamais osé, quoi. Voilà. C'est quoi ta zone de confort ?
Ma zone de confort, je dirais que c'était la vie que je menais tranquillement, une vie certes confortable, que certains pourraient considérer comme privilégiée, à Paris, dans un beau quartier parisien, tranquille, avec un job. Enfin voilà, tous les attributs classiques, traditionnellement, socialement acceptés d'une certaine, je ne sais même pas si ça a un sens, d'une certaine réussite sociale. Et puis voilà, j'aurais pu rester là et j'y serais sans doute encore aujourd'hui si je n'avais pas décidé de renverser la table et de faire autre chose, quoi. De manière très, très confortable, hein, toujours. Hein. Je veux pas que les gens... je suis pas en train de dire que je suis parti explorer la Tanzanie avec un sac à dos. Hein. Mais disons que j'ai voulu sortir de cette vie tranquille dans laquelle j'étais et où j'aurais pu rester. Top. Ben, écoute, ça nous amène à aller un peu plus loin, c'est-à-dire que j'aurais bien aimé que tu te présentes du coup, pour qu'on puisse savoir où tu es, enfin qui tu es d'abord. Bon, il y a un peu de vent, mais c'est normal, on est en extérieur. Okay. Donc voilà, je vais essayer de gérer ça après en post-production. Okay. Voilà, donc du coup, ça serait intéressant de savoir qui tu es. Qui es-tu, Jean-Luc? Comment tu te présentes? Mais comment je me présente ça dépend dans quel cadre. Si je sais pas, professionnellement ou personnellement? Toi en tant qu'homme, comment tu te présentes? Qui es-tu, Jean-Luc? Déjà, encore faudrait-il que je le sache moi-même. Qui je suis, voilà, je suis normal, quoi. ASV. C'est quoi ça? Oh, le mec. Tu as, à l'époque de Caramel, il y a 20 ans. Ah ouais, ok, d'accord. Âge, sexe, ville. Ok, âge 48 ans, sexe masculin, ville... ça c'est une bonne question, ça. Voilà. Ville, pour l'instant Hong Kong. Ouais. Aujourd'hui beaucoup Hong Kong. Ça a été Singapour, Malaisie, Hong Kong. Parce que j'ai passé quand même pas mal de temps dans ces deux villes-là. Mais aujourd'hui, compte tenu du Covid, aujourd'hui c'est malheureusement Hong Kong. Tu y es depuis combien de temps? Oh, ça fait 10-12 ans là. Ça fait en fait je me suis installé à Hong Kong officiellement en janvier 2012. Ouais. Mais j'ai commencé des allers-retours très fréquents, c'est-à-dire quasiment tous les mois, entre Paris et Hong Kong ou Paris et Singapour, en tout 2011, quoi. Okay. Donc globalement, c'est depuis 2011, officiellement 2012, janvier 2012. D'accord. Et tu y fais quoi, du coup, là maintenant? Parce que, attends, avant, quand tu étais à Paris, tu faisais quoi? À Paris, mon dernier job à Paris a été Head of French-speaking European Countries pour une boîte qui s'appelait World Check. Ouais. World Check, pour ceux qui l'ignorent. Donc en fait, tu t'occupais Je m'occupais des pays européens francophones. Commercial. Oui, c'est ça. Enfin, tu vendais quoi? Je m'occupais du business en général. C'est-à-dire que j'ai monté l'activité, je l'ai développée, j'ai engagé des gens. Enfin voilà, je m'occupais d'un PNL, quoi, à l'échelle de l'Europe francophone. C'est quoi un PNL? Profit and Loss, c'est-à-dire tu es responsable du business dans ta région, de tes profits, de tes pertes, quoi, voilà. De ton budget, quoi. Et la boîte vendait quoi, du coup? C'était pas la boîte qui vendait des... World Check était... Et toujours d'ailleurs, hein, World Check a été racheté par Thomson Reuters, et Thomson Reuters ensuite a été découpé en deux, et aujourd'hui la division que j'ai contribué à monter à Paris a été rachetée par une entité qui s'appelle Refinitiv, qui est la partie de Thomson Reuters qui a été vendue. Et donc voilà, et donc World Check est la plus importante base de données au monde dédiée à la lutte contre le blanchiment et la criminalité organisée. C'est ça. Voilà. En gros, ils disent avec qui il ne faut pas faire affaire dans le monde, quoi. C'est ça. Ils disent avec qui il ne faut pas faire affaire dans le monde. Ils disent les gens qui sont des bad guys. Et puis globalement, bon, c'est un peu schématique, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais globalement,
Il faut imaginer une grosse base de données avec 25 crimes et effractions qui sont catégorisés et les gens sont classés dans des cases en fonction de faits qui sont soit avérés, soit des allégations qui pèsent contre eux, mais qui doivent être des allégations sérieuses. Bon, voilà, je ne vais pas m'étendre sur ce qu'est une allégation sérieuse, mais bon, voilà. Globalement, c'est une base de données dont se servent aujourd'hui 90% des banques et des institutions financières régulées dans le monde dans le cadre de leur process qui s'appelle les process KYC. KYC, ça veut dire Know Your Customers. Et donc, c'est ce qui détermine le fait que tu sois considéré comme une personne avec qui la banque souhaite avoir entré en relation ou poursuivre une relation ou va décider d'interrompre une relation en raison de risques de blanchiment, de criminalité organisée, de trafic, de sources de fonds qui ne sont pas très claires. Mais voilà, tu vois un peu l'idée, quoi. Donc ça, c'était mon dernier job à Paris. Yes. Ok, donc ça c'était ton dernier job à Paris, qui a été donc un peu comment dire, le résultat en tout cas d'une carrière de quoi, de 10-15 ans aussi à Paris. Voilà. T'arrêtes pas de me vieillir, toi. Ah bah... En même temps, ouais, je crois que t'as raison. Il faut assumer ton âge. Non, ouais, en fait, ouais, c'est ça, en fait. Quel âge as-tu, Jean-Luc? Bah, je l'ai déjà dit, j'ai 48 ans. Non, mais il y a aucun problème. Tu l'as dit, ça, hein. Ok, très bien. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, mon parcours a été essentiellement fait de... Je suppose qu'on va y venir. Mon parcours a été fait de rencontres. À chaque fois, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui m'a ouvert une porte. Yes. Et après, j'ai fait mon parcours. Mais c'est vachement important, je trouve, de trouver la personne qui va t'ouvrir une porte une fois. Tu n'as pas besoin de 2 portes. Une seule porte, une seule fois. C'est tout ce dont tu as besoin. Après, il faut savoir la saisir. Il faut savoir la saisir. C'est clair que, comme on dit toujours... il faut savoir l'identifier, il faut savoir la saisir. Ouais, la plus grosse partie du job, comme on dit toujours, c'est déjà d'être là, quoi. Ouais. Donc d'être là. Aller au contact et ne pas avoir peur d'aller tirer l'épaule d'une personne pour lui dire voilà, ça m'intéresse et je veux travailler avec vous, quoi. Les gens ne se doutent pas, enfin quelquefois les gens ne réalisent pas à quel point il y a une phrase de Maya Angelou que j'ai un peu fait mienne depuis longtemps, et elle dit: ask for what you want and be ready to get it or to receive it. Et honnêtement, je pense qu'une bonne partie de mon parcours et du parcours de beaucoup de gens tient simplement à ça, quoi. Aller demander ce que tu veux. Voilà. Et ça marche. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ça marche vraiment. Demander à quelqu'un de te rendre un service, demander à quelqu'un un job, demander à quelqu'un de t'aider, demander à quelqu'un de te mettre en contact, demander à quelqu'un quelque chose, quoi. C'est plutôt que de tourner en rond. Les gens détestent les gens qui, tu vois, j'ose pas demander, alors j'essaye de devenir un peu pote, etc. Mais tu as toujours été comme ça ou c'est le... Parce que moi j'ai un peu l'impression aussi, bon, je connais ton parcours, hein, mais tes activités t'ont quand même beaucoup permis de te développer, de supprimer chez toi ce que j'appelle la crainte de l'homme, tu vois, le fait de... maintenant, enfin depuis longtemps, mais tu peux t'adresser à n'importe qui sans avoir d'a priori, sans avoir t'as pas spécialement peur, voilà. Est-ce que tu penses que tu as toujours été comme ça, Non. ou est-ce que c'est ton boulot, tes activités professionnelles qui t'ont obligé à devenir comme ça? Je suis comme ça, je dirais, depuis que... Alors, je l'étais déjà un petit peu avant. Bon, en gros, j'ai fait des études, j'ai commencé à travailler parce que je ne pouvais plus continuer mes études sans argent, quoi. Je ne me plains pas, hein, c'est le cas de millions de gens, donc voilà. J'ai commencé à travailler, et puis voilà. Et puis ensuite, j'ai repris mes études en 2000. Ça qui est intéressant aussi. En 2007. 10 ans après avoir...
commencé J'ai à repris mes bosser. études. J'ai repris mes Donc études. en fait, et tu as puis- fait t'as fait des études de droit. Ouais, j'ai fait un master de droit à Assas. Ça, c'est quand tu as arrêté. Ouais, j'ai Et 10 ans arrêté. plus tard, tu as fait quoi? Et 10 ans plus tard, je savais pas exactement ce que je voulais faire, où je voulais aller, mais en tout cas, je savais un truc, c'est que il était temps que je laisse, comment dire, il était temps que je me donne les moyens De faire ce que tu voulais faire. de faire ce que je voulais faire. Et je savais pas exactement ce que je voulais faire, mais je savais un truc, c'est que je voulais avoir une carrière internationale. Ok. Voilà, ça c'était, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'était mon gros kiff. Je voulais partir pas seulement de France, mais de l'Europe. Je voulais Ok. explorer ailleurs et pas juste pour un stage, pas juste pour un... Non, je voulais vraiment vivre ailleurs. Sachant que là, alors, déjà, après tes études de droit, tu n'as jamais bossé dans le droit, toi. Tu n'as jamais été juriste. Directement non. Je voulais devenir avocat. Comme je l'ai dit, j'ai dû interrompre mes études. Ouais. J'ai commencé à travailler. J'ai toujours travaillé dans un domaine qui pourrait s'apparenter au paralégal, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai travaillé chez Dun & Bradstreet, j'ai travaillé chez SAS, qui est un éditeur de logiciels de data mining et d'analytique. Mais j'ai toujours été en charge dans ces boîtes-là d'offres techniques logicielles liées au monde de la régulation, au monde du droit. Ok. Même si je n'ai jamais travaillé en tant que genre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai repris mes études. Ouais. J'ai fait un LLM à Luxembourg. J'ai aussi fait un master d'anti-blanchiment à Strasbourg. En même temps. Donc, je passais mon temps entre Paris, Luxembourg et Et Strasbourg. Et là, ça a été l'inverse, c'est-à-dire que là où j'aurais pu finir en beauté, on va dire, entre guillemets, en devenant avocat à Luxembourg, j'ai été pris d'un énorme conflit, puisque au même moment, justement, j'ai envoyé un message sur LinkedIn à un mec qui s'appelle Gianluigi Bianchi, qui est un type à qui je dirais merci sans doute toute ma vie. C'est qui ce Bianchi? Gianluigi Bianchi était le patron Europe de WorldCheck. Ok. Tu ne le connaissais pas? Jamais rencontré? Ah, jamais. On s'est jamais rencontrés. Voilà. Donc j'ai envoyé un message à Gianluigi Bianchi, qui est depuis devenu un ami. Et je lui ai dit, voilà, je finis mon cursus. J'ai un parcours professionnel derrière moi. Je finis mon cursus en anti-blanchiment, notamment à Strasbourg. Je vois ce que tu fais. WorldCheck m'intéresse. Lutte anti-blanchiment, criminalité organisée, etc. Machin, ça m'intéresse. Écoute, est-ce que tu aurais 10 minutes, un quart d'heure à m'accorder, juste pour me parler de ce que tu fais? Et voilà, si ça match, ben super. Si ça matche pas, ben j'aurais appris des trucs, quoi. Ok. Et donc il répond. Et il m'a répondu. Donc là, tu avais déjà fini ton J'étais en train de master finir. ILLM. J'étais en train de D'accord, finir en ok. Luxembourg, j'avais pas encore fini. Et justement, j'étais supposé, juste après le LLM à Luxembourg, j'étais supposé enchaîner sur ce qui s'appelle le CCDL, qui est la certification qui, en un an, t'amène au métier d'avocat à Luxembourg. Et puis le problème, c'est que Gianluigi m'a répondu. Et on a tout de suite cliqué. Et au bout de 2 ou 3 fois, on s'est rencontrés à Paris et tout ça. Il était basé où, lui? Il était basé à Lugano, en Suisse. Ok. Et au bout de, je sais pas moi, au bout de 2-3 fois, au cours d'un verre comme ça à Paris, je me rappelle, c'était dans un hôtel, je crois que c'était le Louvre Opéra, un truc comme ça. C'est là où il descendait le plus souvent et là où je le rejoignais quand il était à Paris. Bon, moi j'avais une idée derrière la tête, mais je voulais pas l'exprimer. Il y a les cash franco comme ça. Ouais. Ok. Et puis au final, au bout de 2-3 fois, il me dit, ben écoute, après Luxembourg, tu fais quoi? Et là je lui dis, ben écoute, après Luxembourg, machin, le CCDL, machin, là. Et puis j'avais aussi une offre de Deloitte à Luxembourg. Ok. Ouais. Deloitte, Deloitte pour les francophones. Deloitte, ouais. Et il me dit, écoute, tu fais quoi? Je lui dis, ben écoute, voilà. Sachant que Deloitte, Deloitte, c'est le rêve de beaucoup de jeunes. Hein. Ah, ben c'était le mien aussi. Ouais. C'était le mien aussi. Ouais. Et puis au bout d'un moment, il me dit, écoute,
Bon, c'est bien beau tout ça, c'est cool, voilà, machin, je comprends. Bon, écoute, moi j'aurais bien un truc qui pourrait t'intéresser, mais c'est pas exactement ce que tu es en train de chercher. Et donc voilà, donc tell me more. Et puis au bout d'un moment, il me dit, écoute, voilà, en Europe aujourd'hui, UK est couvert, le sud de l'Europe est couvert. Moi, je suis en Suisse, donc je fais la Suisse et les pays limitrophes de l'Est de l'Europe. Mhm. Donc depuis la Suisse, je fais l'Allemagne, je fais la Pologne, tout ça. Bon, il y a un trou. Ouais. Il y a un trou. Et le trou, c'est France, Luxembourg, Belgique, Ouais. Suisse francophone. Ouais. Bon, donc voilà, donc si ça t'intéresse, la porte est ouverte pour en parler, quoi. Et puis au final, j'ai été emporté par ça et j'ai dit non. En fait, c'est assez marrant, tout ça pour dire que... T'as dit non à Deloitte. J'ai dit non à Deloitte et puis j'ai dit non aussi au métier d'avocat. Ah oui, d'accord. Ok. C'est-à-dire qu'en 97, je suis sorti du système en ayant un regret de ne pas avoir passé le barreau. Ouais. Frustration. Frustration. En 2008, je me retrouve en situation de pouvoir le passer. En plus, c'était assez simple, quoi. Mais j'ai une autre opportunité qui se présente et il y a Que tu as créé mec, toi-même en plus. bah ouais, puis il y a un mec qui me dit, ben écoute, voilà, si tu veux, j'ai un job pour toi et tu commences demain, quoi. Ce qui en plus globalement t'amène à un autre niveau quand même par rapport à ce que tu faisais avant, tout en restant malgré tout dans un secteur d'activité que tu connais déjà. Ouais, clairement, ouais. Donc, Clairement, ouais. Après, ça a été rock'n'roll, hein, c'est-à-dire que les dessous de l'histoire, c'est que je signe finalement, je rentre chez moi, j'en parle avec ma femme d'alors, et je lui dis, ben écoute, voilà, a priori CCDL, ça va pas le faire. Enfin, ça va pas le faire. J'ai un autre truc. J'ai un autre truc. Et cet autre truc, c'est très différent, quoi. Et puis finalement, ça s'est fait. J'ai démarré avec WorldCheck en 2008. Je suis parti en séminaire, machin, avec toute l'équipe que je ne connaissais même pas encore. Je connaissais personne. Je suis parti en Afrique du Sud, où j'ai passé un bon moment, parce que les centres de recherche de WorldCheck étaient là-bas, et puis WorldCheck a été créé à la base par un mec qui s'appelle David Lepan, et David est sud-africain, même s'il est basé à Londres aujourd'hui. Et puis voilà, quoi. Donc j'ai été embarqué dans cette espèce de machine que je ne connaissais pas, dans un rôle que je ne connaissais pas. J'ai dit oui à plein de trucs que je ne connaissais pas. Ça aussi, c'est pas nouveau, ça m'était déjà arrivé auparavant. De dire oui à des trucs que tu sais même pas il faut dire oui à tu tout. pourras les faire. Ah, il faut dire oui à tout. Faut dire oui à tout. Tu t'en fous, faut dire oui à tout. Non, attends. Tu apprends sur le tard. Non, je m'empresse de préciser. Il faut dire oui à tout ce que tu ne sais pas, mais que tu sais que tu pourras gérer. Être en capacité c'est ça. d'apprendre et de maîtriser. Dans un laps de temps pas trop long. Très court. Ouais. Voilà. Je vois. Moi, je suis rentré dans une boîte qui s'appelait Dun & Bradstreet. J'étais senior manager banking solutions. Enfin, voilà. On m'a posé la question, est-ce que je sais lire un plan comptable? J'ai répondu oui. Il faut savoir que dans la famille, on n'est pas du tout des matheux, quoi. Mais grave pas, quoi. Alors, j'ai répondu oui. Mais quand j'ai répondu oui, je savais que ok, je ne sais pas faire aujourd'hui, mais c'est ma responsabilité et personne n'a à le savoir. C'est ma responsabilité, en sortant de cet entretien, de m'arrêter à la FNAC Châtelet, de me prendre 3 bouquins de compta et de faire en sorte que 15 jours plus tard, je les ai avalés et je sache de quoi on parle, quoi. Sachant qu'aujourd'hui, bon, là on parle de 2008-2009. Ouais. À l'époque, bon, quand tu voulais apprendre, monter en compétence rapidement,
voilà, t'allais à la Fnac acheter des bouquins. Aujourd'hui, ça aurait été Aujourd'hui, différent, bien sûr. Aujourd'hui, c'est un Tu te prends un MOOC. bon MOOC, ça te Aujourd'hui, prend c'est un quart MOOC, d'heure. c'est un YouTube. C'est ça. Mais voilà, quoi. Donc aujourd'hui, effectivement, là, c'est un peu différent, mais on est quand même dans une phase d'apprentissage et il faut le faire malgré tout. Hein, donc, Et c'est... Alors, je sais que c'est un concept dont on parle beaucoup en France, mais ça a une vraie... comment dire? Ça a un vrai sens, l'apprentissage tout au long de la vie. mhm. C'est un truc, t'as pas besoin de... Voilà, quoi. T'as pas besoin de savoir, de tout savoir, quoi. C'est Par ça, contre, tu dois exact. savoir comment savoir. C'est ça, C'est exactement. différent. De toute façon, tu sais, moi je suis beaucoup. Je bosse un petit peu avec Open Classroom, donc le truc de cours en ligne là, et quasiment chaque parcours qu'il propose, le premier module, c'est un truc du style savoir apprendre, un truc comme ça. Ouais. Voilà, en fait, ils t'apprennent à apprendre. Ouais. Et ça, c'est top, ça. C'est capital. Ouais. C'est capital. Il faut quand même savoir que les compétences dont on aura besoin dans 5 ans, dans 10 ans, Oui, il n'existe pas encore aujourd'hui. n'existent pas encore aujourd'hui. Ouais. Moi, j'ai un fils, je ne sais pas quel métier il exercera, Mhm. pour une raison simple, c'est que ce métier n'existe tout simplement pas encore aujourd'hui. C'est ça. Alors sauf s'il décide d'être, j'en sais rien moi, médecin, architecte, enfin, voilà. Mais sinon, la plupart des métiers n'existent C'est pas ça. aujourd'hui, quoi. Exact, Je suis dans exact. une industrie qui n'existait pas il y a encore, je sais pas, on est en 2022, on a, ben voilà, 2012, 13, des balbutiements. Moi, je suis rentré dedans en 2014-2015. Mhm. Mais avant, ça n'existait pas du tout. Et c'est une industrie qui se développe extrêmement rapidement avec des applications qui, chaque jour, sont différentes et qui n'existaient pas il y a encore quelques mois ou quelques années, quoi. Exact. Moi, je suis un peu stressé d'ailleurs parce que j'ai toujours l'impression qu'en restant... enfin, on est ensemble depuis maintenant une semaine. Donc évidemment, je consulte assez peu les news et j'ai toujours l'impression que l'industrie a Oui, a tout changé. Ouais, mais il faut déconnecter. Il faut déconnecter. C'est clair, c'est clair. Bon, merci pour le parallèle parce que ça nous amène du coup à ton activité à Hong Kong. Alors là, bon, va falloir que tu m'expliques un peu plus parce que tu sois un peu plus pédagogue, tu vois, parce que j'avoue que bon, je comprends un peu. Mais voilà, souvent on me demande, il fait quoi ton frère à Hong Kong? Je dis ouais, je sais pas, il bosse dans les cryptos, dans la blockchain, dans les cryptos. Voilà, ne me demande pas exactement ce qu'il fait. C'est dans ça. Donc voilà. Alors Jean-Luc, tu fais quoi à Hong Kong? Alors j'ai fait d'autres trucs avant ça, hein, mais aujourd'hui je suis Senior Vice President Asia Merci pour le titre. pour une boîte. Ouais, non, surtout que ça veut rien dire, quoi, parce Ouais. qu'en fait, j'ai plus de projets ailleurs qu'en Asie. Mais pour une boîte qui s'appelle GDA. GDA, ça veut dire Global Digital Assets. Et globalement, GDA est un acteur de la transaction, de l'investissement et du consulting, advisory, essentiellement dans l'espace crypto. Voilà. Ok. On fait tout ce qu'une... Tu vois Goldman Sachs? Yeah. Bon, eh ben, nous, notre rêve, c'est toujours ce qu'on dit, on est en train de bâtir le Goldman Sachs des Donc cryptos. c'est une espèce de pas banque mais investissement crypto. Banque, investisseur, financeur, facilitateur de transactions, connecteur dans le monde crypto. Ok. Et toi, tu y fais quoi du coup? Qu'est-ce que je fais? J'ai une équipe. Basée à Hong Kong. On aurait dû être plus nombreux et plus diversifiés, mais le Covid est passé par là. Et puis, on développe les activités de la boîte en signant des projets et des clients. On va dire, quand je disais que le titre est faux, c'est parce qu'au départ, c'était l'Asie.
Et puis au final, pour des raisons que je pourrais expliquer, mais ça serait trop long, le business est vraiment divisé on va dire en deux parties. Il y a une partie Amérique du Nord, puisque GDA est d'abord et avant tout une boîte canadienne, donc régulation américaine, enfin nord-américaine, Canada, États-Unis. Et puis il y a le reste du monde. Le reste du monde, c'est de Londres à Dubaï, de Dubaï à Mumbai, de Mumbai à Singapour, Hong Kong, Corée, Malaisie et Japon. Voilà. D'accord. Globalement, c'est Donc, ça. ton marché, c'est tout ça. Ok, très bien, super. Et alors du coup, mais concrètement, en gros, tu vas sélectionner des boîtes dans lesquelles investir. C'est ça? C'est quoi? Bon, d'abord, on a une activité. Explique-nous en français, comme si tu peux. Explique-nous comme si ton fils de 5 ans. Ok. Voilà. Oh, c'est assez simple. D'abord, on part d'une activité qui est bête et méchante que tout le monde peut comprendre. On travaille avec des investisseurs, de gros investisseurs, qui ont besoin de déplacer de grosses sommes d'argent entre le monde de la finance traditionnelle, qui est généralement en US dollars, ou en euros, c'est plus rare. Bon, globalement, on traite les 10 plus grosses, les 10 principales monnaies au monde, et le monde crypto. Mm-hmm. Voilà. Bon, voilà. Donc j'ai besoin d'acheter pour X millions de dollars de Bitcoin, voilà, ou j'ai besoin de sortir. Mm-hmm. Je vends ou j'achète. Mm-hmm. J'ai besoin d'effectuer ces transactions de manière compliant et de manière discrète et au meilleur coût. Mm-hmm. Comme c'est des montants qui sont importants, je ne vais pas passer par un exchange, un échange par traditionnel. Par un intermédiaire traditionnel, un échange traditionnel. Mm-hmm. C'est-à-dire, si toi, tu veux vendre ou acheter un Bitcoin, tu vas sur, je sais pas moi, Binance, Mm-hmm. tu t'achètes ton Bitcoin ou tu vends ton Bitcoin. C'est facile, tu fais ça en 2 minutes et voilà. Si tu as, je sais pas, 10, 15 millions de dollars, soit en une fois, soit en plusieurs fois, il te faut un service spécifique avec lequel tu vas avoir ce qu'on appelle un white glove service. Donc tu as un responsable du compte qui s'occupe de toi, qui va t'assister, qui va t'aider dans la transaction, qui va te permettre d'avoir ton argent ou tes bitcoins dans un espace sécurisé qui s'appelle un custody, qui va être lié à des banques de façon à ce que tu puisses bouger ton argent dans le monde, etc. etc. Voilà. Bon. Ça, c'est la partie transaction. Yeah. Okay, bon, ça, c'est assez facile. J'achète, je vends. Voilà. Bon. Après, c'est plus compliqué. Spot, dérivé, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Et puis, au-delà de ça, donc, on fait du lending, c'est-à-dire qu'on permet à des gens qui ont du Bitcoin d'emprunter de l'argent traditionnel, ce qu'on appelle du fiat. Okay? Donc, j'ai 1 million de dollars en Bitcoin. Je ne veux pas vendre mes Bitcoins parce que je pense que ça va... Tu peux emprunter des Bitcoins. Comment? On peut emprunter des Bitcoins. Non, tu vas nous confier tes Bitcoins. Ouais. Et on va te prêter de l'argent, on va te prêter du US dollar. D'accord. D'accord. Et si le cours des bitcoins chute? Si le cours des bitcoins chute, tu vas recevoir ce qu'on appelle un appel de marge et tu auras quelques jours pour décider de ce que tu fais. Soit tu ne fais rien et là, on va vendre tes bitcoins. Ah ouais. Ah bah oui, rien n'est gratuit en ce bas monde, mon bon monsieur. Soit tu vas devoir rajouter plus de bitcoins, soit tu vas devoir rembourser de manière anticipée. Mais enfin, faudra que tu fasses quelque chose. Si tu ne fais rien, c'est ce qu'on appelle une liquidation. Donc tu vas être liquidé. Je te donne tant de bitcoins, tu me prêtes tant d'US dollars, et derrière, tu vas vendre mes bitcoins si le cours du bitcoin chute? Tu connais tes risques. Ok. Tu connais tes risques. Donc, voilà. Ou encore, il faut rajouter. On prête avec 65% de... Dans le micro, s'il te plaît. On prête avec 65% de LTV.
Donc, LTV, pardon, loan to value. Donc, globalement, tu empruntes. Globalement, tu mets 100 sur la table et on te prête 65% de 100. Ok. D'accord ? Mhm. Voilà. Donc, on est toujours ce qu'on appelle, on fait ce qu'on appelle des loans over collateralized. C'est-à-dire que tu mets plus en garantie qu'on te prête. Mhm. D'accord ? Et puis, si on passe en dessous d'un certain seuil, par exemple, si, comme c'est arrivé il y a quelques mois maintenant, la crypto fait un joli plongeon, Ouais. voilà, eh bien, il faut rajouter au pot, quoi. Si tu n'es pas en mesure de rajouter au pot, désolé, tu es liquidé. Ok. Et il se passe quoi après? Je veux dire, Il se passe rien. les dollars que tu m'as prêtés, je les ai toujours. Ah, tu les as toujours, mais sauf que tu ne peux pas rembourser. Donc, nous, on garde tes bitcoins. D'accord. Bah oui. Pour nous, c'est une perte, mais en même temps, on a des bitcoins à la place, quoi. Donc, voilà. D'accord. Je schématise. C'est spécial quand même. Hein. Je schématise beaucoup, Ouais. mais c'est un peu l'idée. Enfin, c'est spécial parce que ça concerne des gens qui ont de gros volumes, Ouais. qui ont généralement acheté des cryptos à un prix très bas. Ouais. Donc, voilà, on a des clients qui ont acheté. Moi, je connais des mecs qui ont acheté de l'Ether à l'époque où ça valait quelques dollars, quoi. On a le temps ou pas? Aujourd'hui, on a 10 minutes. Bon, moi, je connais un mec que j'ai rencontré. Alors, pourquoi on a 10 minutes? Parce que derrière, on a des trucs à faire familiaux. Ouais, c'est clair. Non, moi, je connais un mec qui a. C'est une histoire vraie. J'ai rencontré un mec à Hong Kong qui est un professeur à l'université de Hong Kong. Ouais. Je l'ai rencontré dans un espace de coworking. Enfin, bon, voilà, quoi. Et en fait, ce mec, il avait deux énormes serveurs sous son bureau qui faisaient un bruit d'hélicoptère, quoi. C'était assez impressionnant. Et en fait, pour faire court, ce type est un professeur à l'université. Il est rentré sur Ethereum et sur Bitcoin il y a donc 10 ans. Je l'ai rencontré en 2014, donc ça faisait quelques années qu'il était dedans. Et en fait, il est rentré dedans, mais pas du tout par intérêt financier, il est rentré dedans par intérêt intellectuel. Intellectuel. Ouais, il se disait, tiens... ouais, ça m'intéresse, comme ça, je veux voir. Ouais, c'est un truc qui ça a l'air intéressant, ça a l'air cool, je sais pas exactement comment ça marche, mais bon, je suis chercheur, donc D'accord. je vais comprendre, je vais y aller, quoi. Exactement, donc il a pris de l'Ethereum. je crois que c'était de l'Ethereum. Ethereum, pardon, oui. C'était pas du Bitcoin. Enfin, je suis pas sûr. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que ce type, finalement, il avait arrêté. Il trouvait ça. Il l'a eu à combien? Je crois qu'il était rentré sur Bitcoin à $10 ou un truc comme ça, quoi. Le Bitcoin à $10. Ouais. Et en fait, ça vaut combien aujourd'hui un Bitcoin? Ça vaut aussi 23 000 aujourd'hui. Et l'Ethereum, c'est quoi? C'est 4 000? L'Ethereum doit être à 2000. Attends, je vérifie, mais je crois que c'est aux alentours de 1000 quelque chose au moment où on parle là. Ouais. Et en fait, ce mec-là, un jour, il reprend intérêt pour la crypto. Il retourne. Ethereum est à 1894 aujourd'hui. Ok. Et donc, il reprend intérêt pour la crypto. Il se dit, tiens, mais je m'en rappelle ce truc-là. J'avais investi. J'en avais acheté quelques-uns. Je sais pas ce que c'est devenu. Ouais, je crois que j'ai un wallet quelque part, vaguement. Il se rappelle de ses mots de passe, évidemment. sur un desktop quelque part, mais que je n'utilise plus. Tiens, il faudrait que je regarde un jour. Et un jour, il se décide à regarder. Et le mec découvre qu'il est millionnaire. Non, mais laisse tomber. Voilà. Il découvre, je crois que c'était en 2016 ou 2017, le mec découvre que dans son wallet, les bitcoins qu'il a achetés, en réalité, valent, je crois que c'était $1,5 million. Et là, il démissionne direct. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, le mec est toujours au même endroit avec sa vieille veste et ses pompes dégueulasses. Il est toujours à Cyberport, qui est un espace de coworking tech à Hong Kong. Il est content, il a $1,5 million. Mais la vie, voilà, la vie s'arrête pas là, Ouais, et il est content, et voilà.
Bon, ok. Eh ben, super. Ben écoute, je vais attendre que ça baisse encore et je vais faire pareil que lui. Buy Bitcoin. Bon, alors bon, on va pas consacrer non plus l'essentiel du podcast à ça parce que je pense qu'on aura l'occasion, j'espère un jour, de refaire un épisode pour creuser un peu plus. Mm. Mais bon, globalement, j'ai d'autres questions à te poser. Par rapport quand même à son activité professionnelle, hein, mais en lien avec le sujet du podcast. Déjà, pour revenir un peu vraiment la partie zone de confort et tout, j'ai cru comprendre qu'en arrivant à Hong Kong en 2011-2012, ça n'a pas été facile pour toi tous les jours. Donc j'aurais aimé que tu m'expliques, voilà, c'est quoi le moment, enfin, quelles ont été tes difficultés professionnelles, humaines, à ton arrivée à Hong Kong? Comment tu t'es intégré à la culture, à la ville hongkongaise? Écoute, c'est simple. Je suis arrivé à Hong Kong en janvier 2012, mais comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé à faire des allers-retours réguliers entre Hong Kong et Paris en 2011. Ouais. Alors, j'arrive dans un contexte où Thomson Reuters a racheté WorldCheck. Donc, nouveau management. David Leppan, qui est un ami, qui a vendu la boîte à Thomson Reuters. Donc, forcément, il se désengage un peu du business. Mm-hmm. Donc, nouveau management, nouvelle tête, nouvelles pratiques, etc. Et puis, je tombe sur un mec qui sera mon nouveau patron. Donc, je tombe sur ce mec qui sera mon nouveau patron. Et ce mec me dit, de manière assez, franche, ce mec me dit, écoute, je sais pas qui tu es. Ouais. C'était un Chinois, c'était un... Non, c'était un... Non, je ne vais pas donner trop de détails parce que je ne veux pas qu'il se reconnaisse, mais... Bon, bref, en tout cas, t'es pas le bienvenu, quoi. Voilà, donc le mec me dit, écoute, j'ai l'habitude de former mes équipes moi-même, de constituer mes équipes moi-même. Je sais pas qui tu es, je sais pas comment t'es arrivé là, mais sache que j'ai l'habitude de constituer mes équipes moi-même et tu faisais pas partie de mes plans, quoi. Ouais, ok. Donc, mais il savait que tu arrivais? Écoute, dans un contexte de fusion-acquisition, où j'ai été promu par des gens qu'il ne connaissait pas. Donc moi, j'ai eu mon job. Lui, il arrivait aussi. Mm-hmm. Mais lui, il arrivait au-dessus de moi. Donc en fait, on était tous les deux nouveaux. Okay. Sauf que lui, il arrivait avec son équipe, quoi. Genre, il t'a vu comme un... Ah ben, le mec m'a vu arriver comme une espèce de scorie, quoi. Comme une espèce de mec. Bon, c'est qui ce type? Il est supposé être patron d'une équipe en dessous de moi, mais... j'avais déjà prévu quelqu'un, quoi. Donc voilà, donc je savais que ça allait être chaud, quoi. Ça allait être chaud. Bon, ça a été chaud. Ça a été entre nous. Combien de temps vous avez travaillé ensemble? Ah, on a travaillé ensemble de mai 2011 à décembre 2014. Ah ouais. Donc plus de 3 ans et demi de relations compliquées. Compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Compliqué est un terme, comment dire, poli. On a été, voilà, ça a été difficile, quoi. Mais en même temps, ça a été, rétrospectivement, ça a été une belle expérience parce que j'ai été tenté à plusieurs reprises de me dire, tu sais quoi, fuck that. Pardon. Tu as le droit. Tu as le droit. J'ai été tenté de me dire. Bon, c'est trop dur, quoi. Enfin, j'étais à Paris, j'habitais Montmartre, j'avais une belle vie. Qu'est-ce que je fous là, quoi? Je veux dire. Et comment t'as tenu le coup? Pourquoi je rentre pas chez moi, quoi? Comment j'ai tenu le coup? J'ai tenu le coup par un mélange d'orgueil, de détermination, parce que je savais que j'étais pas là par hasard et que je voulais faire des trucs, parce que j'ai commencé à me constituer mon réseau en Asie et que je me suis dit, écoute.
ok, j'aurais peut-être pas un avenir au sein de Thomson Reuters, ce qui m'intéressait de moins en moins parce que quand tu arrives en Asie, que tu commences à rencontrer des gens, le ciel s'ouvre un peu au-dessus de ta tête, donc tu te rends compte que ce que tu es en train de faire en réalité, que tu considérais être ton Le ton Graal plafond, du truc. Et en fait, en réalité au-dessus de ton plafond, mais il y a le un ciel, monde, quoi. le ciel est infini, quoi. Ouais, Donc ouais. ce job où je savais que j'avais sans doute pas un avenir tant que ce mec serait là, bah c'était pas grave, quoi. Donc j'ai décidé d'en faire quelque chose. Ouais. Donc, plutôt que de rentrer en France la queue entre les jambes, je me suis dit, écoute, je suis là. Je suis là. Donc, il va pas me détruire, quoi. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse? Au pire, il fait quoi? Au pire, il me vire. Ouais. Écoute, il me vire et puis je passe à autre chose, quoi. C'est pas Ouais, grave. Ouais. Juste un Euh, truc. Attends, désolé, une petite pause. Je vois qu'il y a Simon qui nous a rejoint en ligne là. Donc, Simon, si tu as une question, n'hésite pas, hein. Nous avons Jean-Luc en face de nous. Attends, hein. je savais pas que ce truc était diffusé en En direct sur Instagram, mais qu'est-ce que tu crois? Attends, oh, J'ai pas Instagram. nous sommes en direct sur Instagram. Ok. Donc, Simon, n'hésite pas si tu as une Salut, question à nous la poser. Et puis, voilà. Alors, tu peux même rejoindre. On peut même faire une espèce de visio à 3. Voilà, n'hésite pas. En fait, je travaille dans la tech, mais je suis très peu connecté aux réseaux sociaux. Donc Mais j'ai t'es un vieux, toi. Mais grave, et je tiens à l'être. J'ai tout un narratif contre les réseaux sociaux que je pourrais expliquer une autre fois. On n'est pas là Donc, pour ça. Voilà. Bon, alors revenons à ce que tu disais. Donc, comment tu gérais ta relation compliquée? Parce que je pense que c'est quand même. Tu es J'ai dans décidé un de faire pays, avec. Le tu es mec, dans le une mec, culture totalement différente. oui, mais même le mec, si le Hong mec, Kong, le mec te ça dit qu'il veut reste- pas de toi, Ouais. il veut pas de toi. Et puis il n'empêche que il n'était pas le seul décisionnaire. Donc voilà, j'ai pas été nommé patron de l'Europe du Nord pour rien. Donc Ouais. je me suis dit, écoute, Ouais, tu dans sais une quoi, crédibilité, tu te reposes dessus. Quoi. ouais, quoi. Et puis tu te dis, écoute, c'est pas grave, quoi. Il veut pas de moi, tu sais quoi. De toute façon, il peut pas me virer. En tout cas, je savais que dans les premières années, il ne pouvait pas me virer. Donc je me suis dit que je vais en faire quelque chose. Ok. Je vais en faire un truc. Donc je vais commencer à creuser mes réseaux à Hong Kong, Mais, à Singapour, je en me dis, Malaisie. Voilà. Est-ce que tu as un soutien quand même de ton N+2 par exemple? Parce que souvent c'est ça. Souvent, tu sais, quand on est dans des situations un peu complexes avec son N+1, pour tenir, on cherche du soutien plus haut. Tu vois? Oui. Comment t'as fait, toi, concrètement, pour tenir? En plus, tu es dans un pays qui n'est pas le tien. Tu arrives, tu découvres. Alors, Hong Kong, ça peut être grisant si ça tu l'est. es dedans. Ça allait. Moi, j'ai détesté, mais ça peut être grisant. Non, j'ai tenu parce que j'étais enragé. Ok. J'étais enragé. La Je me dalle, suis quoi. dit, grave. Je me suis dit, mais attends, c'est pas ce mec qui va me détruire. C'est pas ce mec qui va me. Je retournerai pas à Paris à cause de ce connard. D'accord. Voilà. C'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, voilà. Je pourrais. J'aurais pu. Je connaissais et je connais toujours d'ailleurs David Craig qui est le CEO de Refinitiv Mhm. et ancien CEO de Thomson Reuters. Et il m'aimait bien. Mais j'ai pas fait jouer la carte David Craig, là. Je me suis dit, D'accord, t'as Écoute, géré toi-même. il y a un moment, tu peux pas virer quelqu'un. Enfin, si tu peux, mais il va falloir que tu expliques. Si tu vires quelqu'un qui amène du résultat, qui D'accord. t'amène du revenu. Donc, quand même, tu dis quand même un truc important. Tu avais du résultat. Et j'ai craché du revenu, mais grave, mais voilà, c'est clair. ça, Non, c'est mais ça, j'ai c'est ça. craché du revenu. Donc, tu as gagné ta place quand même, quoi. Ah ben c'est clair, mais puis surtout j'avais gagné ma place avant. Je te rappelle que j'ai été patron Europe francophone pour WorldCheck, donc j'avais développé. Oh, mais c'est la même boîte? C'était la même boîte, Ok, WorldCheck. Ok. Ouais, WorldCheck ouais, a été racheté par Thomson Reuters, mais j'étais. Oui, d'accord. Ok. Donc j'ai quand même développé un petit compte qui s'appelle la Société Générale. Mhm. Qui est quand même passé de quelques centaines de milliers de dollars à plusieurs millions de dollars Mhm. en Oui, donc tu avais quelques années, quoi. Cette Donc crédibilité, cette assurance de voilà, tu sais qui tu es, tu sais d'où tu viens, tu connais ton parcours, tu connais tes forces. Donc tu vas pas laisser, même si c'est ton N+1, tu vas pas laisser cette personne te faire perdre ton assurance et ta confiance en toi. généralement, plus tu as peur de perdre ton job, plus tu as de chances de le perdre. D'accord. Ok. Donc il y a un moment où tu te dis, écoute, tu sais quoi, ce truc qui est supposé être un job, je vais le tourner comment dire, je vais le tourner en opportunité. Je vais quasiment le tourner en démarche entrepreneuriale. Je vais en faire un truc. Donc
Tu veux pas de moi? Ok, c'est pas grave. D'abord, je fais mon job. Donc voilà, je suis toujours à 100, 120%, 150% de mes objets. Tu vas faire quoi? Tu vas me virer? Ok, très bien. Je suis pas ton pote. Après, Je vais il pas faut en dire soirée aussi avec toi que- parce que c'est un mec il avait son espèce de boys club autour de lui, tu vois. Ouais. Donc le boys club auquel je n'appartenais pas allait en vacances ensemble à Bali, à Phuket. Enfin voilà, que dans des trucs où j'étais pas invité, quoi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'empêche que quand tu regardes le classement des plus gros performeurs en Asie, j'étais toujours en haut, quoi. Donc tu veux me virer, ben viens-moi. Ben, il n'empêche que pendant ce temps-là, ben, je me suis fait des contacts dans l'industrie, j'ai commencé à rencontrer des gens et j'ai commencé à préparer mon futur hors de la boîte, quoi. Et ça a marché, quoi. Donc voilà. Et c'est ce qui est marrant, c'est que ce mec a été viré 3 mois après mon départ. Donc, D'accord. Ok, voilà. ok. Bon, alors on va arrêter la petite. Hop, tac. Voilà, c'est arrêté. Ok, super, top. Mais top. Franchement, c'est vraiment bien comme témoignage parce que moi, je connais pas mal de monde et ça m'est déjà arrivé moi aussi hein, d'être dans des situations comme ça où bon, tu sais pas quoi faire et en fait, au final, cette personne dont tu parles, elle te fait perdre en fait, elle te fait douter de toi-même et savoir aller retirer la force, les ressources nécessaires pour justement supporter ça et le gérer au quotidien, c'est pas évident. Donc ton témoignage est quand même intéressant quoi, à ce niveau-là. Après, ça a été beaucoup plus difficile que ce que je suis en train de dire là, mais en même temps, je pense que c'est un parcours que beaucoup de gens qui ont sauté dans le grand bain et qui se sont retrouvés dans un environnement voilà quoi. Moi, je suis arrivé à Hong Kong en 2000. Je suis arrivé à Hong Kong en janvier 2012. Donc j'ai posé mes valises dans un hôtel, l'hôtel LKF, pour ceux qui connaissent un petit peu. Je ne sais pas s'il y a des gens dans ta communauté qui sont déjà allés à Hong Kong. C'est possible. C'est possible. Ouais. Et je connaissais rien, absolument rien. J'ai posé mes valises. C'était un jeudi soir, je m'en rappelle toute ma vie. J'ai posé mes valises à l'hôtel LKF. Il faisait froid. J'ai mis un pull et je suis sorti à la découverte de cette ville où j'avais passé du temps, encore une fois, en business. À chaque fois, c'était 1 semaine, 15 jours. C'est très différent de j'arrive ici pour y vivre, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Donc, je suis sorti et j'ai commencé à rencontrer du monde et à y aller, quoi. Il y a un moment où tu dois bouffer une ville, quoi. Il faut y aller. Il faut y aller, quoi. Faut pas hésiter. Et puis, ben, c'est comme ça que tu apprends à rencontrer des gens de cercles très différents. Ça va de l'équivalent de, je sais pas moi, littéralement l'équivalent de Bernard Arnault jusqu'à c'est le genre de gars que tu as rencontré là-bas? J'ai plusieurs Bernard Arnault dans mon carnet d'adresses, oui. Okay. C'est-à-dire des mecs qui pèsent littéralement plusieurs milliards de dollars. Okay. D'ailleurs, c'est un point qu'on devrait pouvoir discuter d'ailleurs. À Hong Kong, tu vas aller prendre un verre un soir dans un bar et tu vas rencontrer un type à côté de toi, tu commences à discuter avec lui et tu apprends que le mec est milliardaire. Et tu lui dis, écoute, super, tu sais quoi, je suis en train de travailler sur un truc là, tu essaies de pas trop le saouler, donc tu lui dis, voilà, j'ai un truc qui tient 3 points, 1, 2, 3, écoute, si tu as un quart d'heure la semaine prochaine au Mandarin oriental, j'aurais aimé t'en parler. Et là, le mec te dit oui. Ouais. Et essaye de faire ça avec Xavier Niel ou Bernard Arnault à Paris, je te souhaite bon courage. Ouais, déjà, il faudrait déjà que tu arrives à le rencontrer, ce qui est quand même extrêmement improbable. Bon. Et puis de toute façon... C'est vrai qu'on ne s'imagine pas à quel point c'est facile de rencontrer des gens
Ah, c'est super facile. Si tu as un truc à dire, si tu as un truc à dire et que le mec, tu arrives à capter son attention, c'est une terre d'opportunité quand même. il te recevra. Ouais, Il te recevra. Ce qui est beaucoup plus compliqué en France. C'est quasiment impossible. Malheureusement, hein, on n'arrête pas de dire c'est compliqué. Mais c'est dû à quoi, moi, ça, je dis que c'est impossible. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'en France. Parce que Xavier Niel ou des mecs comme Xavier Niel ou j'oublie le nom de l'autre là. Voilà, bon, c'est des gars qui, c'est pas, ils vont boire des verres, ils vont au restaurant quand même des fois. C'est dû au fait que la France est un pays de caste. La France est un pays de réseaux et de réseaux extrêmement fermés auxquels 99% des gens n'ont pas accès. Ces gens-là sortent dans leurs endroits, ces gens-là vivent dans leur milieu et tu n'y auras jamais accès. Je veux dire, il faut pas... Moi, je suis assez radical là-dessus. C'est pas difficile, c'est impossible. Tu ne rencontreras jamais Bernard Arnault en tête-à-tête dans un bar par hasard en ayant un quart d'heure avec lui en tête-à-tête. C'est impossible. Bernard Arnault sera entouré de toute une clique et tu n'y arriveras pas. Voilà, moi, des Bernard Arnault, j'en ai rencontré plusieurs. Nous avons aujourd'hui un portefeuille de family office de plusieurs dizaines de personnes et chacune de ces personnes-là pèse plusieurs milliards de dollars. Et c'est des gens qui sont super intéressés, et voilà quoi. Enfin, c'est des gens qui sont vraiment super intéressés et des gens qui sont super intéressants et qui sont ouverts à l'échange, au partage. Moi, j'ai l'un de mes clients. Enfin, c'est devenu je dirais pas un ami, mais en tout cas, on se voit de manière personnelle, quoi. Ce mec est, je dis ça parce qu'il y a un lien avec la Caraïbe. Il est ambassadeur honoraire pour la Chine auprès d'une dizaine d'États de la Caraïbe. D'accord. Donc il connaît la Caraïbe très très bien. Okay. Il connaît Antigua, il connaît Sainte-Lucie, il connaît les Grenadines, il connaît il connaît tous ces pays et il est l'ambassadeur honoraire de la Chine auprès de ces pays-là. Donc le mec, quand je lui ai dit que j'étais guadeloupéen, il savait exactement où était la Guadeloupe. Il connaît les spécificités. Il connaît les spécificités. Il a des projets partout. Il crée des fondations. Enfin, voilà, le mec, je ne m'attendais pas du tout quand je l'ai rencontré à parler Barbade, à parler Grenadines, à parler Saint-Vincent, à parler... Le mec il connaît. Et bien souvent, ce genre de personnes, on les rencontre à l'extérieur de ces territoires-là. Hein. C'est clair. Ça, c'est fou, clair. Hein. Et puis, c'est très compliqué de rencontrer un Barbadien ou un Trinidadien ou quelqu'un... Ou alors là encore, c'est des grandes îles. Mais rencontrer quelqu'un de Curaçao comme on l'a fait il y a 3 jours en Guadeloupe, c'est impossible. Il n'y en a pas. Donc, Moi, il m'est arrivé des trucs assez ouf, quoi. J'ai rencontré un mec j'étais à une conférence crypto mon fils est né en 2016, donc c'était en 2017. Je vais à une conférence crypto, je rencontre un mec avec qui on discute, on passe une soirée ensemble, machin, etc. Et je partais 2 jours plus tard. Et le mec me dit ouais, faudrait qu'on se revoie, etc. Bon, très bien, super, très intéressant. Gros portefeuille crypto. Je parle de milliards de dollars. Un mec assez connu, donc je vais pas révéler l'identité ici, mais le mec me dit ouais, ça serait cool, j'ai déjà à te présenter, machin, etc. Bon, très bien, ok, très bien. Et il me dit oui, par contre, je suis désolé, mais je pars dans 2 jours. Ok, très bien. Bon, dommage. Écoute, on n'a qu'à se connecter sur Telegram, comme on fait beaucoup dans la communauté crypto. Et puis, la nouvelle, quoi. Qu'est-ce que je te dise, moi Tu le connaissais pas, toi? Je le connaissais pas. Et puis, après, au bout d'un moment, si ça fait 2 jours qu'on se croise dans la conférence, on discute. Et le mec me dit, écoute, le seul moyen que j'ai pour qu'on continue notre discussion, c'est que tu partes avec moi. Là, le mec, je lui dis, je veux bien, mais moi, j'ai mon avion Taïwan-Hong Kong, tel jour à telle heure. Et le mec me dit, ok, si tu peux partir à une autre heure, le même jour, tu pars avec moi. Et là, je commence à comprendre, je le laisse parler, et je comprends un truc, c'est que le mec a son avion.
et qu'il est en train de me proposer de partir avec lui à Hong Kong. D'accord. Tu es à Taïwan, là. Et je suis à Taïwan. Je dis, ouais, ok, ça peut se faire, mais il faut quoi? Rien que pour le champagne, il faut y aller. Voilà. Et le mec. Et donc, je me retrouve. Tu sais, c'est des cas, c'est des occasions comme ça où tu te dis, mais comme on dit en créole, au moins pour y voir moins, quoi. Tu vois? Ah ouais. Je me retrouve dans l'avion. Elle n'aurait pas compris. Je me retrouve dans l'avion d'un mec que je connais à peine et qui, tranquillement, sans pression, m'amène à Hong Kong, quoi. Ouais. Dans son jet, je sais pas, un Gulfstream, machin. J'essaie de garder une composition, j'essaie de Oui, pas... il faut toujours pour les gens, c'est normal. Bah ouais, je fais genre blasé, quoi, tu vois, j'ai fait ça toute ma vie, tu vois, je vais pas arriver là, waouh, oh là là, non, pas du tout, je suis là. Tu prends des selfies. Ah mais surtout pas, tu sors pas ton téléphone, non. Donc je suis là, tranquille, je m'assieds, voilà, il y avait une table, on s'assied, comme dans une salle à manger, quoi, une table... On s'assied, voilà, il y avait une meuf qui était là avec son ordinateur portable, voilà, et voilà quoi, on est là tranquillement, on a mangé des sushis. Vous avez parlé de quoi? On a mangé des sashimi et on a parlé, et ce mec a un gros nom à Hong Kong. Bon, qu'est-ce qu'il en est sorti de ça? Ah ben il en est sorti qu'on est aujourd'hui connecté sur WeChat, qu'on discute régulièrement. Et qu'on n'a jamais fait de business ensemble, mais que c'est un mec super. Mais ça peut arriver en tout cas. Et ça que fait passer ton réseau. Et que voilà quoi. Et que, bah écoute, au moins, je le connais et je peux m'adresser à lui et lui envoyer des idées. Alors, c'est pas, ça n'enlève rien au fait que ce mec soit d'abord et avant tout un businessman. Hein. Donc, quand je lui envoie des propositions de la part de GDA d'investissement, il n'y a aucun problème pour qu'il me dise non. Hein. D'ailleurs, il m'a dit non à 10 reprises. Il n'a toujours pas investi chez nous, mais ça va peut-être se faire ou pas, mais en tout cas, voilà un mec, qui voilà, il est intéressé par ce que tu lui dis, il veut discuter avec toi, il te dit, bah, écoute, tu sais quoi, j'ai mon avion qui part dans 24 heures, sois là à telle heure, avec ton passeport, t'arrives et puis tu manges des sashimi parce que voilà quoi. Et puis c'est cool quoi. Donc c'est... Il faut laisser les occasions arriver à toi et les saisir. Quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, on a parlé un tout petit peu de... On a parlé du gars qui connaissait la Caraïbe. Ouais. C'est un peu le pont vers la Caraïbe, on va dire. Justement, Jean-Luc, toi, ton rapport à la Guadeloupe, à la Caraïbe. Tu as quitté la Guadeloupe à l'âge de 16 ans. Ouais, 90. Depuis, tu n'as pas... Enfin, tu retournes évidemment, mais tu n'as pas vécu à nouveau là-bas. Donc, ça fait aujourd'hui quelques années. Ouais. Voilà. C'est quoi ton plus de temps en dehors de la Guadeloupe qu'en Guadeloupe. Donc oui, effectivement, ça fait un petit peu. C'est quoi ton rapport aujourd'hui à la Guadeloupe et surtout, comment tu vois aujourd'hui la Guadeloupe, sans rentrer forcément dans les détails, hein, mais en tout cas... par rapport à ton activité à toi, par rapport à ton œil extérieur, hein, de ton expérience parisienne, maintenant ton expérience internationale, Hong Kong, voilà. Qu'est-ce que tu penses, globalement la question est très large, hein, donc, mais toi, ton rapport à la Guadeloupe déjà. J'ai un rapport avec la Guadeloupe qui est, je dirais c'est un rapport amoureux compliqué. Amoureux parce que plus que jamais, alors je sais que ça peut paraître très bizarre de dire ça, mais plus que jamais, j'identifie la Guadeloupe à ma maison. C'est-à-dire que nous avons vécu, comme tu le sais, en Guadeloupe, à Paris, pendant la plus grande partie de notre... Oui, plus de 20 ans. Voilà. On était tous basés à Paris. Ouais. Et puis ensuite, les parents sont rentrés en Guadeloupe. Et au final, on a un frère qui vit en Afrique. Qui fait des choses super là-bas. Toi, tu vis en Guadeloupe. Moi, je vis en Asie. Et donc, on n'a plus qu'une sœur qui vit en région parisienne. Donc, si tu veux, aujourd'hui, Paris, j'y retourne avec le regard du touriste, quoi. Ce qui est très agréable d'ailleurs. Hein. Mais j'y retourne avec le regard du touriste. Mais ce n'est plus chez toi. Ça n'est plus chez moi. Du coup, chez toi, ça a été décalé à la Guadeloupe. Il faut bien que je me rattache quelque part. Donc, du coup, Guadeloupe is home. Okay. Voilà. Même si je n'y vais pas souvent,
mais je suis l'actualité guadeloupéenne régulièrement. Je suis au courant de ce qui se passe. J'ai oublié de dire que je suis président du chapitre Hong Kong Shenzhen d'un truc qui s'appelle la French Tech. La French Tech. Le rapport avec la Guadeloupe. Comment ? Oui, le rapport avec la Guadeloupe. Mais le rapport, c'est que la French Tech est alors c'est une organisation plus informelle que formelle, mais qui réunit des gens qui, au moins, je dirais que le dénominateur commun, ont un intérêt pour la tech, la technologie au sens large. Ça va de la blockchain à la crypto, à l'intelligence artificielle, à la robotique, aux nanotechnologies, à la green tech, à l'agritech, enfin, bref. Voilà. Et donc, voilà, c'est un biais par lequel je me suis reconnecté avec quelques personnes dans les écosystèmes French Tech en Guadeloupe et en Martinique. Et c'est assez intéressant. Donc voilà, donc je suis l'actualité de la Guadeloupe, mais comment dire, pas au sens strictement guadeloupéen du terme, mais plutôt au sens caribéen du terme. Et donc je vois quel est le potentiel qu'on a potentiellement, mais je vois aussi quelles sont les énormes difficultés, blocages qu'on a, qui sont soit endogènes, soit exogènes. Voilà. Et donc c'est intéressant. C'est intéressant. Alors qu'est-ce que j'en fais ? Pas grand-chose pour l'instant, mais je suis. Et est-ce que tu penses que toi, de ton côté, de ta position qui est aujourd'hui quand même une position, voilà, tu es quelqu'un expérimenté, une carrière intéressante, un parcours inspirant. Est-ce que tu as déjà essayé d'identifier des façons dont tu pourrais aider le développement de ton territoire? C'est très très présomptueux. Ça. Moi, je n'ai pas forcément. Je dis essayer d'identifier. Moi, j'ai pas la vocation j'ai pas la vocation d'aider ou machin. Moi, je suis aujourd'hui, je suis. Oui, alors je suis investisseur. Là, je suis d'accord avec toi parce que je veux dire, c'est pas parce que tu es à l'extérieur que tu as réussi ta vie que tu dois forcément. Voilà, c'est pas, tu mènes ta vie et puis voilà. Mais cela dit, bon, ça peut être intéressant quand même. C'est clair. Non, mais absolument, on n'est pas obligé de. On n'est pas obligé. Tu vois, regarde, on a rencontré il y a 2 jours un mec qui est donc on l'a rencontré au Portugal et ce mec travaille dans le digital. Ah oui, Mike. Mike en Afrique du Sud. Non, il bosse pas en Afrique du Sud, Mike. Je croyais qu'il était en partance. Si, il est en attente de son visa pour l'Afrique du Sud. Ah bon ? Ouais. Le ZGR ? Ouais. D'accord. Et il bosse dans le digital pour une boîte de jeux en ligne. De jeux en ligne, exactement. Donc voilà quoi. Non, moi je j'ai pas vocation, j'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit et je me garde bien de le faire. Ok. Donc voilà. Moi, ce que j'aimerais, on en a déjà parlé abondamment depuis quelques jours qu'on est ensemble. Moi, ce que j'aimerais, c'est modestement identifier et aider de jeunes entrepreneurs qui ont super faim et leur apporter méthodologie, contact, network pour le développement international de leur boîte. Je suis convaincu que dans nos sociétés, il y a des idées, il y a de l'énergie, il y a des ressources, il y a des mecs qui font des choses super. Mais ces mecs-là n'iront jamais nulle part parce que le système joue contre eux. Le système joue contre eux parce qu'ils n'ont pas les codes, parce qu'ils n'ont pas, encore une fois, la France est un pays de caste. Donc, ils n'ont pas accès au bon network. Ils n'ont pas accès aux bonnes personnes. Ils n'iront jamais nulle part. Voilà, c'est malheureux, c'est triste, mais c'est comme ça.
Et donc, ces mecs-là finiront par se fatiguer et ils passeront à autre chose. Ouais. J'aimerais identifier, tu vois, quelques mecs qui ont des idées, qui ont une vraie valeur, les aider à peaufiner le truc et à y aller. D'accord. Et voilà. Et moi, ça aurait été avoir ce que je fais aujourd'hui avec d'autres organisations quand je participe à des programmes d'incubation, des programmes d'accélération, etc. J'aurais bien aimé voir un Guadeloupéen se joindre à cette conversation, quoi. Voilà, un mec qui a une idée, qu'on l'aide et qu'on l'incube et qu'on l'aide à passer des étapes. Et ça se ferait sans doute en dehors des réseaux français traditionnels. Voilà. Ouais. Parce qu'il y a vraiment... appel à tous ceux qui ont des projets, des idées, qui ont peut-être déjà lancé, qui veulent se lancer à l'international. Contactez Jean-Luc Gustave. Ouais, non, moi je suis toujours Voilà. ravi d'avoir des conversations. Moi, comme je l'ai dit, ma carrière a été faite de beaucoup de demandes spontanées, genre toi là, j'ai envie de travailler avec toi. Ouais. Et ça a marché, quoi. 90% des gens à qui je me suis adressé m'ont répondu favorablement. Ouais. La conférence à Taïwan dont je t'ai parlé, c'est aussi la conférence où j'ai rencontré Sizi. Pour ceux qui ne connaissent pas Sizi, c'est le fondateur de Binance. Ok, d'accord. Je suis allé à la conférence en sachant que Sizi serait là. J'ai assisté à la conférence qui n'avait aucun intérêt, mais Sizi était participant, il faisait partie du panel. J'ai attendu mon tour, j'ai parlé à Sizi, j'ai accompagné Sizi à la sortie de la salle, avec tous les gens qui étaient là, qui étaient prêts à me tirer pour prendre ma place. J'ai occupé l'espace parce que je voulais avoir ma putain de conversation avec Sizi. Et j'ai dit à Sizi, écoute mec, je m'appelle Jean-Luc Gustave, je fais si, je veux bosser chez Binance. Sizi m'a donné sa carte de visite, je lui ai envoyé un email, il m'a répondu, j'ai passé des entretiens chez Binance. Finalement, j'ai dit non à Binance parce que j'ai dit hey. Mais voilà, ça marche si tu vas voir quelqu'un et que tu lui dis et que tu as tes 3 points qui sont préparés, le mec t'écoute et tu arrives à être performant en 20 secondes, tu auras ta réponse. Ça se fait, ça se pratique, ça se fait et il ne faut jamais avoir peur d'aller... Le mec qui te dit non, va voir son patron. Va plus haut. Parce que le problème c'est les petits chefs. C'est le petit gars qui a besoin de préserver son petit pouvoir de merde, son petit truc. Tu vois, il ne va pas t'ouvrir la porte parce qu'il n'a pas intérêt à t'ouvrir la porte. Pourquoi il le ferait ? Pourquoi le ferait-il ? Va voir son patron. Tu vas voir un mec chez Orange Caraïbes, le mec te dit non, il te traite comme de la merde. Pas grave. Regarde, trouve l'organigramme d'Orange Caraïbes et parle à son patron. Généralement, le mec qui est le petit patron local là en Guadeloupe, voilà, ce mec ne pèse rien. En réalité, ce type, il faut aller voir le mec qui est au-dessus de lui ou le mec encore au-dessus de ce mec-là. Et ça se fait. C'est vrai. Ça se fait au cours de conférences, ça se fait au cours. Et puis même, ça se fait au cours de. Ça se Puis fait aujourd'hui, surtout, on a tous les réseaux nécessaires pour pouvoir contacter qui on veut. Twitter est ton meilleur ami. Twitter, LinkedIn. LinkedIn sont tes meilleurs amis. Personne ne peut t'arrêter si tu le souhaites. Personne ne peut t'arrêter. Le mec, voilà. Il y a comment s'appelle je sais plus comment il s'appelle ce type qui a il est assez connu, il est handicapé des 4 membres. Non, je crois il est amputé. Aux Antilles ? Non, en France. Il est amputé des bras et des jambes. Je sais plus comment s'appelle ce type. C'est un bref, nageur. C'est un nageur, exactement. Ouais, je vois ce mec devait faire, je sais plus quelle était la performance qu'il devait faire. Enfin, il fait toujours des trucs de fou, quoi. Et il devait faire une traversée. Enfin, je sais plus quoi. Le mec cherche de l'argent. Il cherche de l'argent. Il s'est creusé la tête. Bon, comment je vais faire, machin, qui est ça ? Le mec envoie un tweet à Elon Musk. Ah ouais ? Il a répondu. Eh ben, Elon Musk a répondu. Il a donné de l'argent. Eh ben ouais. Ah bon ? Eh ben ouais. Ah, je savais pas ça. Eh ben ouais.
Voilà. Donc, je connaissais pas l'histoire. Si ça se trouve, il aurait été voir la fondation à la con, machin, dadada. Il aurait rien eu. Il se serait adressé au responsable local de, j'en sais rien moi. Qu'est-ce qu'on a en France ? On a UBI France, on a tous ces gens-là qui sont assis là, qui foutent rien. Enfin bon, bref, toutes ces structures. Bon. Moi, c'est ton avis. C'est mon avis et je le partage parce que je les ai pratiqués ces gens, y compris en Asie. Et donc voilà quoi. Ce sont des gens qui. Non, attends, je vais me reprendre. C'est pas qu'ils ne servent à rien. C'est que ces gens sont formatés pour cultiver et entretenir le lien ombilical que nous avons avec la France métropolitaine. Voilà. Ils ne sont pas là pour te dire, tiens, il faut pas attendre des gens ce qu'ils ne peuvent pas te donner. Ils ne sont pas là pour ça. Ils ne sont pas là pour te dire, tiens, ton idée, toi qui es à Bergevin, en Guadeloupe, pour nous, ça va pas marcher. Mais par contre, il y a tel programme d'incubation à Houston. Il y a tel programme à Montréal. Il y a tel programme à Singapour. Tu devrais t'y intéresser. Mais c'est pas leur job. On est d'accord, c'est pas leur job. Je suis pas en train de dire qu'ils devraient le faire. C'est pas leur job. Et puis une boîte comme BPI France ou voilà, BPI France, c'est ça. n'est pas voilà, ils ont peut-être. Ils sont pas là pour ça. Ils sont pas là pour ça. Peut-être pas les perspectives nécessaires pour aller vers l'international. Tout à fait. Donc mais en même temps, est-ce que pour aller à l'international, tu t'adresses à BPI France ? Non. Alors voilà, certains, beaucoup. Chaque structure a son utilité. Donc voilà, peut-être que si tu veux vraiment aller à l'international, tu vas pas t'adresser à BPI France ou à une CCI, tu vois, tu vas aller autre part. Et c'est pour ça que moi, mais la CCI ou BPI France joue son rôle et a un rôle hyper important. Moi je vois aussi parmi les entrepreneurs aux Antilles. Tu es politique, toi, c'est grave. Mais je suis désolé, tu peux pas tout de suite dire que ça ne sert à rien. Ils ont leur rôle. Après, c'est limité certainement, mais voilà, c'est... Ouais, ok. Bon, ok. Attends, cela dit, on avait dit qu'il restait 10 minutes, il y a déjà une demi-heure. Donc, on va juste... on arrive un peu à la fin comme de l'interview, parce qu'on est quand même un peu à la bourre, là, en fait, en vrai. Je voudrais savoir, hein, Jean-Luc... si, par rapport à tout ce que tu as dit, tu as beaucoup parlé pour résumer, de ta carrière, tu l'as faite grâce à des opportunités que tu t'es créées toi-même. Donc en fait, tu n'avais pas une cuillère d'argent dans la bouche. Il faut savoir qu'on a une maman qui était fonctionnaire, comme la plupart des mamans de nos amis. On avait peu de moyens, voilà. Et je ne me suis pas fait tout seul. Hein. Je suis le fruit je l'ai dit au début, je suis le fruit de gens qui m'ont ouvert la porte. Oui, voilà. Mais voilà. Okay, c'est super important. Ce sont des portes que tu as réussi aussi, j'ai l'impression quand même à identifier toi. Je veux dire, oui, mais j'aurais pu tomber sur des connards qui m'auraient dit, qui n'auraient pas répondu à mes messages. Oui, voilà. Bon, en tout cas, voilà. En tout cas, tu n'es pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche et tu as réussi quand même ton parcours, super. Mais par contre. Et puis moi j'aime beaucoup le fait que tu parles des personnes que tu as rencontrées qui t'ont aidé. Du coup, est-ce que tu as toi des méthodes, des habitudes ou des mentors ou des mantras, je ne sais pas, que tu estimes indispensables pour atteindre tes objectifs, soit qu'ils t'ont aidé auparavant, soit qui aujourd'hui te drive, te permettent d'aller plus loin? Il y a des gens qui m'ont aidé dans la vie, avec lesquels je suis encore en contact aujourd'hui, alors qu'on ne se voit même plus, quoi. Donc, je parlais de Gianluigi Bianchi. C'est devenu un ami. C'est un mec à qui je dirai merci toute ma vie. Bon, voilà. C'est un mec à qui je dois une reconnaissance éternelle. Voilà, c'est tout. Ok. Il y a un mec qui s'appelle Henry Laude, qui était le patron de Gartner, le patron de Meta, qui a été racheté par Gartner. Que j'ai connu. Meta Group. Okay. Avant, non, aucun rapport avec Meta Facebook. Meta Group, qui a été racheté par Gartner, que j'ai connu. Oui, je me rappelle de lui. Qui m'a mis des calottes dans la tête, mais vraiment de vraies claques, quoi. C'est vraiment un mec qui m'a, il m'a formé, il m'a forgé à coups de pied au cul, quoi. Et lui aussi, il s'appelle Henry Laude, et c'est un mec à qui je dirais merci toute ma vie.
Méthode, habitude. Méthode, habitude. Apprends un truc nouveau chaque jour. Ah, pas mal, ouais, effectivement. Un truc nouveau chaque jour. C'est vrai. Méthode, C'est vrai. habitude. Arrête les réseaux sociaux. Ah ben c'est vrai. Évidemment. Les réseaux sociaux, c'est ce Supprime qu'on appelle, Instagram. c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Donc, si tu es sur C'est vrai, ça, en plus. Instagram, Facebook et tout ce qui s'en sort, tu n'as que combien? Allez, un être humain normal a entre 12 et 14 heures productives chaque jour. Mhm. Donc, si tu en passes déjà le tiers ou le quart sur ben voilà. Instagram. Donc, c'est clair que moi, tu as perdu beaucoup sur de mon temps. téléphone, je ne donne de leçons à personne, encore une fois. Sur mon téléphone, il n'y a aucune application Inutile. de jeu ou de perte de temps. J'ai pas Instagram. Enfin, je dois avoir un compte Instagram mais sur lequel je ne suis pas actif depuis des Oui, années. tu as un compte Instagram. Facebook, je n'y vais plus depuis très 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 longtemps. Fait voilà quoi. Donc voilà. Donc apprends un truc tous les jours, nouveau. Et supprimer les réseaux sociaux. Prends le temps, ben oui, et donc utilise le Mais temps. garde WeChat. Oui, WeChat, parce que WeChat, c'est voilà, moi j'ai WeChat, WhatsApp et Telegram. Voilà. Et Twitter. Et Twitter, évidemment. Et si tu veux on en a parlé la dernière fois, mais je vais répéter cette phrase. ça va de Maya Angelou à Orelsan que je vais citer J'ai maintenant. cru que tu allais citer Francky Vincent. Ça aurait été... Ah, je peux aussi. Je pourrais aussi. Je pourrais aussi. Par définition, tout ce qui rentre sort. Jean-Luc. On peut appliquer ça à plein de choses différentes. Voilà. Je vais la garder celle-là. Hein. En plus, par définition, tout ce qui rentre sort. Si des gens arrivent à savoir de quel morceau c'est extrait, c'est qu'ils ont plus de 40 ans. Parce que c'est un très très vieux morceau. Bref, Orelsan, dans l'un de ses morceaux, c'est vraiment un mec que j'aime bien. Il a cette phrase qui est d'une simplicité, et il dit si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Ouais. Et j'adore cette phrase. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Si tu veux travailler dans n'importe quoi, tout est aujourd'hui accessible. C'est vrai. Tout, mais tout. Mm-hmm. Tu veux travailler dans la crypto, pour prendre un exemple que je connais. Achète de la crypto, tout simplement. Et puis... Oui, et puis tout est disponible. Mm-hmm. Tout est disponible. Je dis souvent, hein, moi je fais de la formation, je dis souvent aux gens que je forme que la plus grande école, c'est YouTube. Même si, bon, il faut filtrer évidemment, hein, mais tu as accès à un contenu, à de l'information, et qui des fois, et qui souvent même est quand même assez qualitative, hein, parce qu'il y a des gars qui sont bons hein, sur YouTube, qui font des trucs assez intéressants. Et c'est vrai. Hein, Henry Laude, donc, que je mentionnais tout à l'heure, qui est l'ancien patron donc, de Meta, donc mon ancien patron, avait toujours cette phrase, il disait « Être spécialiste, c'est maîtriser 20% de plus que la plupart des autres sur un sujet. Ouais. Ça fait de toi un spécialiste. Ouais, c'est vrai. Les gens n'ont plus le temps d'apprendre, d'intégrer, de disséquer l'information. C'est vrai. Sans doute un peu, les gens sont aussi beaucoup plus feignants qu'avant. Donc voilà. Donc si tu connais 20% de plus d'un sujet, tu es spécialiste. Tu connais 20%, je sais pas moi, tu es dans le digital marketing, tu connais 20% de plus en digital marketing que quelqu'un d'autre, tu es spécialiste. Je le vois tout le temps. C'est vrai. C'est clair. C'est tout. C'est clair, mais c'est clair, ça demande de transpirer, quoi. Ça demande de faire des efforts, vrai. Ça demande d'apprendre, ça demande de passer son temps sur des white papers, des research papers, des opinion papers. Les white papers, perso, je trouve ça naze, mais bon, c'est ok si tu veux. Ah ben oui, mais il n'empêche que voilà quoi. Si parce que bon, ok, je veux écrire, je veux me rendre spécialiste d'un sujet. Bon, j'écris un papier sur Word, je le fous en PDF et je dis que c'est un white paper. Je te parle de white paper, de white paper de gens qui connaissent vraiment. Oui, évidemment. Ou des research papers. Par exemple, dans l'industrie crypto, la bible de l'industrie crypto, c'est, à mes yeux en tout cas, c'est un cabinet de recherche qui s'appelle Messari. Messari
publie régulièrement des notes de recherche super fouillées, en D'accord. plus d'un rapport annuel qui doit faire 250 pages. Mhm. Ok, qui est-ce qui lit ça? Mhm. Soit des gens qui sont déjà des experts, soit des gens qui souhaitent le devenir. Bon, eh bien, si tu veux vraiment t'intéresser au truc, si tu veux vraiment grandir, eh bien, il va falloir que tu coupes toutes tes applications, machin, etc. et que tu te tapes le rapport Ouais. de 250 pages. Parce qu'il faut faire le job, quoi. Il y a un moment, il faut faire le taf. Voilà. Et ben, ça te rendra plus intelligent, plus crédible. Et... Non, et surtout que moi je crois beaucoup en l'habitude, le fait que, enfin je veux dire, c'est pas des jours au lendemain que tu vas entraîner ton cerveau à apprendre, à comprendre des choses complexes et à être concentré pendant longtemps. Aujourd'hui, en plus avec ce que tu disais, l'économie de l'attention, justement, l'économie de l'attention fait qu'on n'a plus la capacité aujourd'hui d'être attentif pendant plus de 10 minutes. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est hyper compliqué aujourd'hui de rester concentré sur un sujet précis pendant longtemps. Et à mon avis, c'est beaucoup parce que, bon, voilà, réseaux sociaux, informations en tout genre et tout. Et effectivement, en entraînant son esprit à nouveau à le faire, eh bon, on va s'entraîner et on va progresser. Et je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Transpirer. Moi, c'est vraiment vrai. un truc que j'essaie d'inculquer à ton fils. cette nouvelle génération, y compris à mon fils. Mais ouais, il y a un moment où il n'y a pas d'autre moyen, quoi. Il faut te poser et faire le taf. Et puis une fois que tu as fait le taf, Mhm. eh bien, tu es plus crédible pour, encore une fois, on revient à ce qu'on disait au début, pour aller parler à des gens en étant crédible. C'est vrai. Et pour avoir les 2-3 points qui feront que les gens n'auront pas forcément compris, etc. Mais en tout cas, ils auront envie de travailler avec toi. C'est vrai. Ils se diront, tiens, j'ai rencontré un mec là qui, je sais pas exactement, mais ça a l'air intéressant. Je vais le recevoir. Il m'a demandé de 20 minutes au mandarin oriental, machin. Tu sais quoi, je vais lui accorder. Mhm. Je vais lui accorder ces 20 minutes là parce que je sais pas, il m'a semblé intéressant. Il m'a semblé intéressant. Voilà. Et c'est tout ce que tu demandes. Tu demandes rien d'autre que 20 minutes à un mec. Et ça peut changer ta vie. Donc voilà. Dernière question. Yep. Un livre que tu peux nous... Un livre inspirant pour toi. Un livre inspirant. Tu es un grand lecteur, Jean-Luc, donc tu peux nous citer des livres. Un livre, N'importe lequel. Pardon. N'importe lequel. un livre inspirant. Un livre. Un livre qui t'a fait kiffer. Pas forcément inspirant. Un livre qui t'a fait kiffer. Donne-nous le dernier livre qui t'a fait kiffer. Écoute, c'est compliqué, mais je te dirais que je suis un grand fan d'un écrivain qui s'appelle John Irving, qui est pour moi le plus grand écrivain alors, c'est pas un... contemporain. Alors, je connais... Il a écrit Le Monde selon Garp. Ouais. Et c'est juste le roman qui m'a... c'est vrai. Ok. Qui m'a... j'ai... qui m'a absolument scotché. D'accord. Sinon, qu'est-ce que j'ai lu récemment qui m'a très intéressé. Dans le micro. Écoute, j'ai lu récemment un bouquin qui s'appelle Mad Money, Mega Dealers and the Rise of Contemporary Art, de mec qui s'appelle Michael Schneierson. Alors, ça n'a aucun rapport, hein, mais c'est sur le monde de l'art et la manière dont ce monde-là comment dire, la manière dont le marché de l'art est fabriqué, la manière dont les cotations des artistes d'art contemporain sont complètement fabriqués. Enfin bon, voilà. Ouais. Et puis sinon, qu'est-ce que j'ai lu récemment? J'aime beaucoup Jared Diamonds. Ouais. C'est un mec qui écrit beaucoup sur l'inégalité parmi les sociétés. C'est un mec qui écrit beaucoup sur... C'est à la fois un futurologue et un analyste des temps actuels qui est extrêmement intéressant.
Et puis Maya Angelou que tu as cité aussi. Maya Angelou, évidemment. Ça, D'ailleurs, c'est je clair. pense que ce sera le titre du podcast. Oh, c'est un mec. Faut Maya watch Angelou, the elle world. est extraordinaire. C'est une femme absolument extraordinaire. Qu'est-ce que je dirais Il y a un mec que j'aime beaucoup. Alors, il est critiqué. Il y a des gens qui disent qui n'aiment pas, etc. Bref, moi, je prends le meilleur. Et puis voilà. Il s'appelle Tim Ferriss. Ah, bah oui. Voilà. Et Tim Ferriss, d'abord, je suis très envieux de ce C'est mec la parce semaine qu'il de est. 4 heures. Oui, entre autres, il a fait beaucoup Notamment, ouais. d'autres choses après ça. Oui, il est très connu pour ça, effectivement. Il est pour son podcast aussi, d'ailleurs. Ouais, oui, son Avec podcast, Ces son épisodes podcast. qui durent 3 Oui, heures. alors on n'en a pas parlé, mais oui, les podcasts, Ouais. ça c'est un truc vraiment, vraiment extrêmement Bah, intéressant. écoute, alors, oui, mais ça empêche de lire. Moi, je t'avoue que moi, depuis que j'écoute des podcasts, je lis beaucoup moins. Oui, alors peut-être que, enfin moi, Alors c'est génial. Hein. Je suis un gros. Moi, je fais un podcast, mais je suis très très consommateur de podcasts. Ouais. Mais bordel, ça. Je lis plus. Tu penses pas que le podcast s'apprécie peut aussi s'apprécier à un moment qui n'est pas propice à la lecture. Moi, par exemple, Oui, j'écoute des podcasts parce que je prends le bus à Hong Kong Mhm. et j'écoute des podcasts quand j'ai, je sais pas, un quart d'heure, Mhm. 20 minutes Mhm. dans le métro ou dans le bus où je pourrais pas lire de toute façon. Oui. Tu vois? Ouais, moi en voiture. Voilà. Oui, donc évidemment. donc c'est pas forcément, alors que pour lire, tu vois, la fiction par exemple, pour lire un roman, j'apprécie tu as d'être besoin. dans un endroit Je suis d'accord. calme, quoi. Je suis d'accord. Donc voilà, donc Tim Ferriss, juste pour finir là-dessus, c'est un mec qui est... Alors d'abord, je suis très envieux parce que ce mec est prolifique à un point, mais c'est invraisemblable. Mhm. Et puis surtout, c'est un type avec qui j'ai appris beaucoup de choses parce que ce qu'il produit est extrêmement documenté. Mhm. C'est-à-dire que vraiment, c'est la porte d'entrée vers un univers de connaissances qui est absolument extraordinaire. Et donc, quand tu écoutes ou quand tu lis encore mieux Tim Ferriss, il y a toutes les sources qui vont avec. Mhm. Et quand tu commences à aller plus loin, plus profond en utilisant les sources qu'il te donne, tu découvres comme ça D'accord, ouais. des gens, enfin je sais pas moi, des fois j'ai des espèces d'obsessions. J'ai une obsession à un moment pour la lecture rapide. Mhm. Ouais, Les techniques Ouais. pour lire plus c'est vite. clair. Ouais. Eh ben, je les ai découvertes par rapport à lui. D'ailleurs, les champions du monde, je crois, il est français. Ah ouais? Ouais, je crois, ouais. Et c'est assez génial. Ouais. Et donc voilà, Tim Ferriss, à peu près tout ce que Tim Ferriss produit. Oui, non, mais je suis d'accord. Et puis voilà quoi. Et puis je dirais que globalement, tous les gens qui produisent de l'information avec des sources et des choses qui sont sourcées quoi. L'éditorial ou le Ouais, je vois. ou le comment dire ou le l'opinion, honnêtement je m'en fiche quoi. D'accord. Mais quelqu'un qui fournit un vrai travail où je me dis waouh, c'est vraiment génial et ça me donne envie d'en apprendre plus et encore plus et encore plus. Ouais, Tim Ferriss pour moi c'est vraiment un mec très très intéressant quoi. Voilà. Ok, super. Mais écoute, super. Mais écoute, je te remercie beaucoup pour cette heure et demie, hein, je pense qu'on a passé ensemble. C'était vraiment hyper intéressant, hyper riche, et je suis vraiment très content de consacrer ce nouvel épisode de Hors Zone à ton parcours. Vraiment, je te remercie beaucoup pour ça. Ça me fait vraiment très plaisir. Et puis, j'espère vraiment que ton parcours en inspirera plus d'un. Et voilà, je dois te mettre en relation avec d'autres personnes d'ailleurs, donc il faut que je le fasse, mais voilà. Donc merci beaucoup Jean-Luc. Je suis sur LinkedIn. Oui, j'ai oublié ça. Comment te joindre? Donc voilà, LinkedIn. Sinon, sur LinkedIn, mon profil est assez complet, y compris mon numéro de téléphone. Donc tu vois, comme quoi, c'est te dire à quel point je suis
Je suis ouvert. Mon numéro de téléphone est connecté sur WhatsApp. Donc, Ok, donc on peut te joindre sur LinkedIn. Ah, moi je réponds toujours. Sur Twitter? Il n'y a aucun problème. Twitter aussi. C'est quoi ton Twitter? Jean-Luc Gustave en un seul mot. Ok, Voilà. LinkedIn, Jean-Luc Gustave aussi. Telegram, Jean Crypto. Jean Crypto sur Telegram. Ouais. Telegram, WeChat, Jean Crypto. Ok. Voilà. Pas Donc, d'Instagram, pas de Facebook, pas de... je suis en trop vieux pour ça. Ok. Bon, ben super. Bon, sur ce, je souhaite juste laisser le dernier mot à à la nouvelle génération. Yépa. Voilà. Un petit bonjour. 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 Ah, cool, super. Allez, à bientôt tout le monde. Eh bien, à la prochaine. Et puis n'hésitez pas à liker C'était bien l'épisode. cool. Allez, Ciao. Salut. Bye. Papa s'attendait. Cette interview est à présent terminée. Merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps avec moi. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à vous abonner au podcast si ce n'est déjà fait, à liker, à commenter les publications sur Instagram, sur Facebook. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Hors Zone. Et d'ici là, prenez soin de vous. Salut.